Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir intégré ce programme, donc merci pour l'invitation. En plus, c'est un peu émouvant pour moi parce que d'être de ce côté de la salle, vu que j'étais sur les bancs de l'école de Chaillot il n'y a pas très longtemps. Enfin, si, il y a quelques années quand même. Et du coup, je vais vous présenter, oui, la partie maîtrise d'œuvre dans le patrimoine, qui nécessite beaucoup d'engagement. Hein, les projets sont assez complexes. Donc là, l'idée dans la formation d'intervenir à la fin, c'est de dire, une fois que les diagnostics sont faits, une fois que l'activation est faite aussi, modèle économique, on vient enclencher la maîtrise d'œuvre de restauration. Mais en fait, en réalité, c'est vrai que comme elle le dénonçait hier, Sophie Ricard, on n'est pas forcément toujours en bout de chaîne. On est aussi beaucoup en AMO, en programmation, en amont. Et même si on est en bout de chaîne, finalement, quand un programme est fait et on va y répondre en tant que maître d'œuvre, le plaisir du maître d'œuvre, c'est toujours un peu de lui désobéir. Donc l'idée, c'est que le projet n'est jamais figé dans le temps, même quand on hérite d'un programme, en fait, pendant la phase réalisation et chantier, évidemment, les choses évoluent. Donc, pour me présenter rapidement, Atelier Charlotte Vergely, donc je suis à Lyon, architecte du patrimoine. On travaille sur des sujets assez divers, en fait, à la fois en typologie et en échelle. Le cœur de notre métier, c'est vraiment la reconversion. Donc, donner un usage différent à des bâtiments que les usages d'origine et réhabiliter en reconvertissant. Donc, ça, c'est une première partie. On intervient aussi en restauration de monuments historiques. J'ai mis beaucoup d'images parce que le but d'intervenir à la fin aussi, c'est de vous garder en éveil. Donc, j'espère que ça va marcher. Restauration, là, c'est le sanctuaire de Fourvière où on a été architecte en chef pendant une dizaine d'années et on a fini le projet de restauration du sanctuaire par la mise en œuvre de lustres, de luminaires, la mise en valeur par la lumière que j'ai conduit. Et pour l'anecdote, l'ensemble du site a été classé après les restaurations, y compris le mobilier. Donc j'ai l'honneur d'avoir réalisé une œuvre qui est classée monument historique. Donc ça, c'est pour le placer, voilà, je l'ai dit. Ensuite, on intervient aussi en neuf, pas forcément que en réhab, en neuf, mais dans des secteurs historiques, bien sûr. Donc là, c'est la caserne de Croix, pas de Troyes, la caserne de Croix à côté du château de Versailles. Et donc, on avait assuré la réalisation d'un petit équipement culturel qui fait partie du Mois Molière, une salle polyvalente, dans un site évidemment très patrimonial. On intervient aussi en abord de monuments historiques, ça c'est important, pour la réalisation par exemple de parvis, de secteurs juste en abord de monuments. Et là, on avait réalisé le parvis du Palais de Justice de Lyon et la réalisation de 2 grands bassins qui n'existaient pas à la base. Donc voilà, ça nous intéresse beaucoup aussi de travailler cette échelle-là. Et nous, à l'atelier, on étire jusqu'à l'échelle artistique. On aime bien aussi travailler sur le domaine de l'art. Là, c'est le village des athlètes qui a été livré il y a pas très longtemps. Et on est intervenu sur la partie sommitale de la tour pour faire une œuvre d'art. Et là encore, juste pour la démarche artistique, comme pour les projets, l'histoire, c'est vraiment notre aliment principal. On part toujours de là. Donc là, pour concevoir, en fait, pour vous donner un peu la démarche, on est parti sur les cathédrales d'acier qui sont vraiment l'origine du site à Saint-Denis, qui sont donc l'ancien site industriel, donc l'acier dont s'est revêtue toute la tour. On a aussi pas loin d'ici la basilique Saint-Denis, donc qui avait été appelée Lucerna pour la majesté de ses vitraux. Donc on a repris aussi, ça nous a inspiré pour le projet. Et troisième élément de patrimoine, un patrimoine graphique qui est celui des anneaux qui a dessiné Pierre de Coubertin. D'ailleurs, donc les JO de Paris, ce sera un centenaire et les anneaux ont vraiment été déployés, ce dessin-là, pour le Paris 1924. Donc nous, on les a décomposés en figures d'abstraction et ça a pris place pour faire ce projet entre des verres, des vitraux un peu spéciaux et puis cette figure d'abstraction sur les 4 faces de la tour Signal. Voilà, rapidement. Donc moi, j'interviens dans Architecte dans le patrimoine pour vous expliquer comment ça se passe, les différents types de missions. Déjà, juste la formation. Donc moi, j'ai fait l'école de Chaillot il y a quelques années. Donc ça ici, donc un DSA spécialisé architecture et patrimoine qui est dispensé aussi par l'école de Belleville. Ici, on obtient le titre d'architecte du patrimoine. Et donc, on est habilité à travailler sur des sites historiques et des patrimoines protégés. Et il y a 2 modes d'exercice. Donc, soit on exerce à titre libéral. Donc, on est architecte du patrimoine. On peut passer un concours d'État en vue de devenir architecte en chef des monuments historiques, comme
comme Charlotte Hubert. Ils sont une trentaine qui se partagent le territoire français et les monuments classés d'État. Et d'un autre côté, à fonction publique, bon, peut-être vous connaissez déjà ça, mais un autre concours vise à devenir architecte du bâtiment de France. Donc on me demande souvent, quand je dis que je suis architecte du patrimoine, est-ce que je suis ABF? Non. Du coup, l'ABF n'a pas d'agence, ne fait pas de projet, mais veille à la bonne marche des projets en secteur historique. Et les domaines d'action sont divers, et je vais pouvoir les présenter entre les études urbaines, les diagnostics, et puis évidemment la restauration en maîtrise d'œuvre. Donc les types de protection, en fait, du coup, ça a été présenté par Malicia. Je vais aller très vite, ça tombe bien parce que voilà. Donc en fait, on a différentes typologies. Je rappelle juste, moi, dans notre déroulé, on a juste des bâtiments qui peuvent être reconnus d'intérêt patrimonial dans le PLU, donc ou labellisés. Donc le patrimoine 20e qui est devenu architecture contemporaine remarquable. Dans ce cas-là, on a quand même des prescriptions qui sont données dans le PLU pour dire dans quelle mesure on peut intervenir et quels sont les principes de la réhabilitation. Donc ça, je vais passer vite aussi. Les monuments historiques protégés qui sont à peu près 46 000 en France, et dans les bâtiments, ils sont en classe apparemment 300 par an supplémentaires. Donc c'est vrai qu'il y a un panel assez large. Ils peuvent être inscrits ou classés, et puis il peut y avoir... ils peuvent être inscrits et classés partiellement ou globalement. Et donc nous, ce qu'on utilise, c'est ces fiches, la base Mérimée, qui nous permettent en ligne de voir le régime de protection, la nature de la protection, sur quel niveau, et puis une petite description du bâtiment. Enfin, bon, les abords, on en a parlé. Les abords, le périmètre des 500 mètres, mais qui peut devenir périmètre délimité des abords pour être plus réaliste par rapport à un terrain, où quelquefois c'était un petit peu sommaire de tracer un cercle autour du monument. Donc ça, de plus en plus, on a les périmètres délimités. Et puis on en a parlé, site patrimonial remarquable, anciennement ZPPAUP, AVAP et encore avant, secteur sauvegardé. Celui-là, c'est le secteur sauvegardé de Lyon, du Vieux Lyon, qui est le premier de France, donc en 1964. Et moi, j'ai eu à travailler dessus, et en fait, il n'est pas numérisé, il est fait à la main. Du coup, quand on zoome sur nos terrains, on a quand même des gros deltas dans les délimitations. Donc, il est en passe d'être numérisé et révisé en ce moment. Voilà, donc le plan de secteur plan de sauvegarde et de mise en valeur est donné dans le site patrimonial remarquable. Il faut dire que c'est presque des plans de projet, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on rentre dans les intérieurs en plus, mais ça nous guide aussi sur ce qu'il faut conserver, ce qu'on doit démolir dans un projet, ce qui peut être transformé, etc. Donc c'est un cadre qui nous sert. Enfin, il y a le type de protection au titre du code de l'environnement, qui est un autre code et système réglementaire qui régit les sites. Donc au site protégé, ça peut être site inscrit ou site classé. En fonction de la nature et de l'intérêt du site, évidemment au titre du paysage, ce qui délimite aussi et ce qui peut interdire des travaux. Et quand ces grands sites sont très fréquentés, ils peuvent rejoindre le réseau des grands sites de France pour pouvoir assurer encore plus leur protection. L'image que je vous ai mise, et je vais y revenir, c'est la Chartreuse de Valbonne sur laquelle on a travaillé, un grand site dans le Gard qui répond à peu près à toutes les contraintes. Donc c'est un cas d'école assez compliqué. Nous, on était en SNIEF, Natura 2000, ONF et tout un ensemble de mesures de protection qui font et qui s'accumulent. Donc c'est pas évident. Voilà, donc il y a une batterie de protection au titre de l'environnement. Donc nous, notre outil, alors je sais pas s'il est mis à jour, parce qu'on en parlait très régulièrement, mais c'est vraiment l'Atlas du patrimoine. Quand on travaille, on va en ligne sur l'Atlas du patrimoine, sur un site. Donc là, c'est la Chartreuse, le site élargi. On peut voir, d'abord, on peut cocher les cases et voir ce qui est inscrit ou classé en tant que bâti. Donc ça, c'est toute la Chartreuse qui est classée. Ensuite, on a le périmètre qui est délimité aux abords, bien sûr. On a la zone de présomption archéologique qui s'affiche là. Et ensuite, au titre du Code de l'environnement, les parties qui sont inscrites ou classées. Donc là, on voit que nous, on a le cumul d'à peu près tout sur ce terrain de la Chartreuse de Valbonne. Mais ça nous sert vraiment régulièrement. À chaque fois, on vient vérifier pour voir dans quel secteur on intervient. Donc, quelle maîtrise d'œuvre ? Alors, quelle maîtrise d'œuvre? Donc, sur les bâtiments qui sont non protégés ou qui sont même juste labellisés architecture contemporaine remarquable, un architecte est exigé s'il y a permis de construire uniquement. Donc, voilà. Si on est en abord, en site patrimonial remarquable, en site protégé, c'est aussi seulement un architecte qui n'est pas architecte du patrimoine, mais dans les appels d'offres, de plus en plus, on est vraiment sollicité à rejoindre les équipes parce que c'est vrai que ça mérite une attention très particulière, comme une connaissance et avoir une relecture un peu historique et patrimoniale lucide. Donc c'est vrai qu'on est souvent ajouté dans les appels d'offres dans ce contexte-là. Ensuite, en monument historique inscrit,
c'est pareil, il n'y a pas besoin d'avoir recours forcément à un architecte du patrimoine, mais il est très recommandé. On va voir des opérations que j'ai réalisées sur des monuments historiques inscrits. Ça nécessite quand même une expérience dans le patrimoine et y compris on peut avoir une partie de nos honoraires. Si vous prenez un architecte du patrimoine, une partie des honoraires peut être subventionnée par l'État. Monuments historiques classés, il y a deux types, classés à titre privé, enfin appartenant au privé. Dans ce cas-là, architecte en chef, je crois depuis 2007 ou 2009, se partage avec les architectes du patrimoine. Donc c'est obligatoire, mais on peut avoir soit un architecte en chef, soit un architecte du patrimoine qui justifie de 10 ans d'expérience de restauration en monument historique. Et enfin, le plus haut niveau, donc monument historique classé appartenant à l'État, dans ce cas-là, c'est l'architecte en chef des monuments historiques et il est attribué en fonction du secteur ou du bâtiment. Ensuite, quel type de mission de maîtrise d'œuvre? Elles sont très variées. On a la maîtrise d'œuvre classique, donc loi MOP, on rajoute un diag, parce que dans l'existant, on a la phase diag aussi qui est importante. C'est vrai que nous, on a de la chance parce que en patrimoine, on a des sites atypiques, mais on a des programmes aussi qui le sont. Donc là, par exemple, on a logé Pinola, qui est un tapir, et puis en même temps qu'un ensemble d'animaux en immersion, c'était les forêts d'Asie, c'était un programme de reconversion pour accueillir une partie du zoo du parc de la Tête d'Or à Lyon. La Croix-Blanche, on en a parlé parce qu'ils ont gagné donc le programme Réinventer le patrimoine. Là, on peut être, nous, associés à une équipe de maîtrise d'œuvre, surtout en phase diagnostic et permis de construire, pour pouvoir connaître. Donc, c'est un relais de poste et une auberge du XVIIe siècle. Il y a des précautions à prendre pour activer ce lieu qui a été repris par une dizaine d'acteurs du domaine de la culture pour en faire un lieu d'incubation, d'acteurs du territoire et puis tout un ensemble de programmes enthousiasmants. Du coup, j'étais très contente de travailler avec eux. Et moi, l'objectif, c'était de voir quand même dans un premier temps, et dans un temps court d'ailleurs, la faisabilité d'un projet, dans quel état se trouve ce patrimoine-là, quels sont les degrés d'action à entreprendre, quelles sont les pathologies en fait, et pour pouvoir faire par étapes. On sait qu'on ne va pas réhabiliter d'un seul tenant, il va falloir échelonner un peu les travaux, mais savoir qu'est-ce qui est prioritaire évidemment, quels sont les éléments patrimoniaux remarquables à conserver, et comme ça un peu guider les actions. Ça passe aussi par, dès le début, travailler avec l'architecte et faire des croquis pour moi, pour voir la faisabilité, dire quel type d'espace est pertinent et quel programme dans quel espace, et de voir comment se faisaient les distributions. C'est souvent ça qui est complexe, et les distributions, évidemment les évacuations et tout ce qui concerne la sécurité. On travaille aussi en AMO beaucoup, assistance à maîtrise d'ouvrage, cette fois pour définir des programmes. Et ça peut aller jusqu'à là, par exemple, l'accompagnement du concours de maîtrise d'œuvre et jusqu'en AVP. Donc là, on travaille pour l'EPORIF, le Paris Santé Campus, sur le site du Val-de-Grâce. Donc c'est l'hôpital des armées, la grosse vertèbre en béton des années 70, sur un site historique. Le mandataire, c'est EPPC, donc programmiste. Et nous, on a travaillé dessus pour accompagner la faisabilité, évidemment, de cette grosse opération d'État. On peut être aussi architecte conseil avec notre compétence d'architecte du patrimoine. Quand un projet peut être bloqué, par exemple, ici c'était une usine à Lyon, dans un quartier de Lyon. Les architectes, la mission qui les accompagnait avait refusé leur projet. Et du coup, on était intervenus, ils avaient demandé une étude patrimoniale et de recadrer un peu le projet. Donc typiquement, c'est vraiment des sélections de documents, hein, mais on va faire une étude rapide, donc c'est pas forcément des temps longs, pour comprendre la datation, l'ordre d'apparition des bâtiments, en vue aussi d'établir une hiérarchie, comprendre aussi le secteur, ce qui est souvent pas fait à la base dans les projets et ce qui manque beaucoup, pour ensuite proposer... Alors, hop. Voilà. Proposer une sorte de pré-faisabilité, parce qu'on ne se substitue pas forcément à la maîtrise d'œuvre, mais dire, mais voilà, ce site, on l'a compris, l'usine, elle est en capacité de s'étendre, mais dans certaines proportions. Le bâtiment, on va le faire en deux parties, une qui appartiendra au tissu faubourien, plus petite, et une autre qui sera la tête de proue de cette usine. Et donc voilà, on donne des recommandations qui ensuite sont présentées et suivies par la maîtrise d'œuvre en tant qu'architecte conseil. Ça, ce plan, il est affreux, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est justement un promoteur qui avait décidé de faire un lotissement sur un terrain où il avait fait un plan qu'on reconnaît comme ça, avec des langues bitumées
et qui allait vers des maisons individuelles. Donc l'ABF a tout refusé. Elle a dit ça va pas du tout. Il vous faut un architecte qui ait une sensibilité dans le patrimoine pour comprendre le site qui est en pente, avec des murs empisés, une maison de maître, enfin voilà, tout un secteur, et puis surtout un EBC, donc de toute façon, c'était absolument pas réalisable. Et donc, nous, on a étudié pour faire plutôt des maisons en bande unitaires, avec juste une voie d'accès, et puis des parcelles plutôt en lanière pour préserver les terrains à l'arrière. Ça va jusqu'à dessiner quand même les typologies de maisons pour montrer comment on s'inscrit dans la pente, comment tout ça est contenu pour éviter d'imperméabiliser tout le terrain et quelle qualité d'ailleurs ça peut apporter au fait d'habiter. Et l'architecte des bâtiments de France typiquement nous a demandé d'être architecte conseil du lotissement ensuite. Chaque fois qu'un lot est racheté, enfin est mis à la construction avec un architecte ou pas, un constructeur, ils ont l'obligation de passer par nous et on donne nos avis. Et là par exemple pour dire ce qu'il faut faire ou pas sur les bâtiments. En aide aussi aux maîtrises d'ouvrage, eh bien effectivement, on sort de notre métier de maître d'œuvre purement pour soit aider à la programmation, ça c'est sûr, la concertation. Bon, Sophie a parlé de la faisabilité en acte aussi, la permanence. On n'est pas tous à le faire, mais c'est une bonne solution évidemment. On aide aussi à recherche de financement, que ce soit de faire les dossiers de subvention. On aide les maîtrises d'ouvrage ou de la recherche de mécénat de compétences aussi. Et puis la diffusion, la communication, sur lequel on est quand même beaucoup sollicité, soit intervenir en tant qu'enseignant dans les écoles, diffuser la bonne parole, créer des workshops dans les petits villages aussi, des ateliers. Ça, c'est le séminaire de PEM auquel je participe très régulièrement et qui est super parce que vraiment Avenir Radieux, il y a quelqu'un qui m'en a parlé ici, c'est une association qui œuvre à la qualité des aménagements du petit village et c'est vraiment enthousiasmant. Voilà, les réunions publiques, etc. Donc c'est vrai qu'on déborde aussi de nos missions. Donc sur quel sujet on intervient? Il y a un effet d'échelle et d'espace et de temps. Donc, soit on peut intervenir comme ici, c'est le Technicentre d'Oulin, à la Mulatière, qui est un grand site industriel désaffecté par la SNCF Immobilier. Et donc, on a travaillé là-dessus pour voir dans des échéances très longues comment on pouvait intervenir. Et donc, en intermédiaire, il y a ce qu'a rappelé hier Laure, enfin ce qu'a présenté Laure sur l'activation des lieux par la culture. Là, c'était il y a quelques jours, les Nuits Sonores, 108 000 festivaliers. Ça faisait un peu peur parce que moi, je connais le site et il est assez compliqué, mais on a activé une partie du lieu pour recevoir ce programme temporaire et qui fait parler de lui, comme tous les événements culturels de la ville de Lyon. En fait, les biennales de la danse, d'art contemporain, et puis les Nuits Sonores, les Quais du Polar et tout ça, à Lyon, il y a quand même une activité culturelle qui aime aller investiguer des lieux encore en friche pour les mettre en lumière et puis activer finalement leur restauration. En échelle intermédiaire, on peut avoir un ensemble bâti, comme ici, on intervient sur la cité jardin qui s'appelle la cité d'Abbaye à Grenoble, qui devait être rasée. Donc nous, on intervient en bout de chaîne et heureusement, la chaîne est allée dans le bon sens, c'est-à-dire ne pas raser. Ils nous proposaient quand même d'enlever des parties et nous, on a été lauréats en disant on garde tout, évidemment. Ces bâtiments des années 20 ont vraiment des qualités. Il fallait pouvoir les adapter quand même au mode de vie actuel. Tout est abandonné aujourd'hui. On a créé des balcons pour donner quand même des accès extérieurs au logement, mais dans la veine de l'écriture bâtie initiale. Et pareil ici, en fait, on a de l'urbanisme transitoire. Enfin, on a des occupants actuels qu'on maintient sur place, bien sûr, qu'on va faire travailler quand il y aura le chantier, pour faire la cantine de chantier, etc. Donc ça, c'est vraiment précieux d'avoir des habitants déjà dans des lieux désaffectés pour pouvoir aussi voilà, être présents sur le site et on va essayer de les pérenniser dans les lieux, bien sûr. Sur les grands aménagements paysagers, on accompagne aussi les paysagistes. Là, c'est à Amiens, peut-être vous connaissez le parc de la Haute-Oie. Un grand parc en centre, donc c'est un parc quand même historique. Et donc on avait fait ce concours-là qu'on a perdu. Par contre, on avait proposé, parce que c'est souvent le cas sur des projets assez grands, d'avoir une activation temporaire. Donc on avait dessiné des mobiliers à multi-usages, notamment un peu sportifs, qui seraient là en préfiguration, et une petite maison du projet en kiosque, qui serait utilisée par la suite, mais en préfiguration d'un projet qui viendrait un peu plus tard. Sur des jardins un peu plus petits, on peut intervenir aussi aux abords. Ça, c'est la Tour Perret de Grenoble qui est en train de restaurer François Botton. Donc, elle date de 1925. Donc, les restaurations s'activent pour qu'en 2025, on ait le centenaire. Elle a été fermée au public depuis très longtemps et donc c'est un peu historique de la réouvrir au public. Et nous, on s'occupe de faire les abords, le centre et puis un petit pavillon d'interprétation
au pied. Ici, voilà, tout modeste, parce qu'on n'avait pas, c'est un site qui est inscrit, on n'avait pas trop la possibilité de construire plus. On a essayé de lui donner un peu d'envergure. Et en fait, on a proposé de récupérer les carottages qui étaient effectués pour les travaux de la Tour Perret en béton, donc les carottages du béton 1925, de les trancher et d'en faire le parement du petit pavillon d'accueil, ce qui nous permet un clin d'œil en disant on va vous expliquer Auguste Perret, on va vous expliquer la tour, et on en a prélevé une partie, on l'expose sur le bâtiment. Après, on travaille sur le patrimoine bâti et du neuf et de l'ancien, restauré. C'est un petit cœur de bourg, c'est un joli petit projet à Barreau où, bonne nouvelle, on devait réhabiliter l'école et l'étendre, et puis créer une petite halle aussi communale. Donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle de pouvoir intervenir sur ces petits territoires aussi et les réactiver. Et jusqu'au mobilier, donc ça, mobilier liturgique, mais c'est vrai qu'on peut être amené à créer du mobilier sur mesure dans certains projets. Donc maintenant, je vous passe le déroulé des missions rapidement, depuis l'appel d'offres jusqu'à la livraison. En appel d'offres, c'est des temps très courts. Appel d'offres, ça veut dire pas de concours encore. C'est souvent qu'on doit faire des méthodologies, donc c'est un peu l'enfer parce que ça prend beaucoup de temps et que c'est pas un concours non plus, donc c'est pas rémunéré. Mais dès le départ, pour faire une bonne méthodologie et travailler sur un site existant, on fait ce genre de dessin, de croquis, en fait, en tout cas de réflexion, pour savoir déjà prendre les bonnes décisions et dire quels sont les enjeux, sans faire de projet, hein, quels sont les enjeux prioritaires sur un programme qui est prévu, et pouvoir donner les latitudes et un peu les préconisations dès ce stade-là. Ça, c'est un projet qu'on avait fait avec l'AUC. Donc l'AUC, pareil, on a fait des dessins pour expliquer un peu l'histoire des lieux. C'est une usine qui devait être rasée à 100%. Mais d'ailleurs, c'est le cas parce que malheureusement, on a perdu le projet. Et en fait, nous, on avait répondu à côté en disant il faut pas tout détruire. Et là, on avait un peu ciblé, mais c'est possible de garder et de faire avec. Et en tout cas, certains éléments déterminants qui peuvent être même juste le clos. Donc ça sert à rien de garder certaines traces qui pouvaient être intéressantes. Le système des sheds, une échelle aussi. Et on avait fait, c'est après retranscrit dans le projet. Avec l'AUC, on s'est assez amusé pour dire, voilà, ça pouvait créer des richesses, garder une partie des sheds, les démonter. Et au final, c'est une opération qui est neuve à 100%, et il n'en reste rien de ce passé industriel. Toujours dans cette phase concours, donc sur des temps courts, on a gagné ce projet avec Nouvelle AOM, les architectes qui restaurent la tour Montparnasse et puis la tour Ariane de la Défense, donc connaissent bien la question de réhabilitation des immeubles de grande hauteur. Et nous, on a travaillé avec eux et dès l'origine pour essayer de trouver un parti urbain qui est toujours né de l'exploitation, de la compréhension du site, de son histoire, de sa configuration. Donc là, c'est en proue, en fait, cette tour, elle monte à 70 mètres en proue d'un système résidentiel faubourien, en fait, à Lyon. Et donc, on avait du neuf à créer. Il était question d'étendre, de faire des extensions de la tour ou de créer des logements au pied. Nous, on a dit qu'il fallait absolument que cette tour se détache, soit au contraire libérée de ces éléments qui l'ont phagocytée et appartiennent plutôt au type des équipements qui lui font face. Et puis, par contre, pour le neuf, on s'est dit, on referme le tissu du faubourg et on vient créer le neuf de cette manière-là. Donc, c'est ce qu'on a fait, ce qui fait qu'on a gagné d'ailleurs. On a préservé la tour à 100%, on lui ajoute des balcons, enfin voilà, mais on retravaille l'épiderme, mais en tout cas, on garde sa structure brutaliste assez belle, et puis les logements sont en fond un peu plus discrets, et on a un parc paysager qui s'établit autour de cet ensemble patrimonial. Ça, c'est le concours d'Agen avec l'agence VURPA, avec laquelle on collabore régulièrement. Donc, le musée des Beaux-Arts d'Agen a réuni 3 anciens hôtels particuliers du XVIe siècle au fur et à mesure de l'histoire, on va dire, et avait un peu annihilé leur unité. Et du coup, on a été questionné pour refaire le musée des Beaux-Arts. On s'est dit que c'était l'occasion de retrouver l'unité parcellaire. Et puis là, typiquement, on accompagne le projet en disant s'il y a du neuf, parce qu'il nous était proposé de faire du neuf collé à l'existant, nous, on se dit qu'on se contient dans un système de clos, décoller de l'existant pour mieux le mettre en valeur et puis refermer ce qui avait été éventré en fait dans le temps. Donc ça donne suivi après du projet, l'installation d'un bâtiment en pierre et avec de la terre cuite qui reflète en fait la matérialité du site, décollé, et donc qui permet d'avoir un intérieur qui donne justement à l'accueil, qui donne sur les façades anciennes et les mettre en valeur. Donc voilà, tous c'est des projets courts parce que c'est le temps d'un concours. Pour autant, on arrive à avoir la capacité à faire des analyses préalables courtes pour pouvoir alimenter et justifier des projets qui soient le mieux possible insérés dans l'existant.
Ça, c'est un projet sur un site patrimoine mondial UNESCO, sur la montée du chemin neuf. Donc il y a deux systèmes, c'est dans la pente, donc on nous proposait de construire un petit immeuble neuf, ce qui est très très rare dans ce secteur sauvegardé, donc c'est celui-là, le secteur sauvegardé, entre un mur de soutènement en pierre et puis les îlots bâtis du XVIe siècle du Vieux Lyon. Et on s'est dit, plutôt que de construire un seul bâtiment qui réunirait ces deux systèmes, on va scinder en deux. On va faire un premier bâtiment qui sera la continuation du front bâti et un autre qui appartiendra plutôt au registre du rempart. Et donc, on a gagné ça. Donc, on a un bâtiment en pierre massive qui s'apparente à ces grands murs, avec des grandes assises, à ces grands murs en pierre. Et puis, on a un bâtiment qui réinterprète les bâtiments anciens. Et entre les deux, un vide qui permet de profiter de la vue sur Lyon, parce qu'on est sur un système collinaire et qu'on a une très belle vue. Même dans les intérieurs, l'idée, c'était de se dire, on voudrait construire des logements dans lesquels on aimerait habiter, nous aussi, et retrouver les plafonds à française qui sont dans tout le continuum de la montée du chemin neuf. C'était intéressant d'essayer de travailler sur ces questions-là, même y compris avec les pompiers. Et puis dernier projet pour expliquer en face concours justement cette question de l'histoire qui peut innerver et qui doit innerver en fait les projets. Ici c'est le château musée d'Annecy. Du coup ça fait quelques années ce projet-là. On a la cour qui est classée en même temps que tous les bâtiments et l'idée c'était de refaire cette cour et de refaire aussi l'accueil pour pouvoir redynamiser l'accueil et le parcours muséographique. On voit ici, sur ça, c'est le plan de programme. On avait une multiplicité de fonctions dans les espaces existants, du coup lié au fait d'accueillir les banques d'accueil, le vestiaire, un snack, etc. Donc voilà. Et le parcours muséographique qu'on voit en parcours était en sens unique, en cul-de-sac, ce qui est jamais très bien pour les projets de musée. Donc et puis en noir, on a délimité là un mur, le mur que vous voyez, qui est pas en très bon état et qui délimite la cour. En allant chercher du côté de l'histoire, on s'est rendu compte que ce mur-là, en fait, était un mur avec un chemin de ronde sur sa partie sommitale. Donc, vous pouvez marcher sur le mur initialement, et que au pied de ce mur, il y avait un volume bâti. Et du coup, ça nous a permis de changer le programme. C'est pour ça que quand on dit on a un programme, mais on peut le faire évoluer à la lumière de nos connaissances. Et puis c'est normal, c'est un peu le but de la maîtrise d'œuvre. On a externalisé les fonctions qui étaient toutes accumulées dans les pièces du château, ce qui nous a permis de garder une pièce, une fonction, ce qui est toujours mieux parce qu'on cloisonne pas, et externaliser pour faire un petit pavillon d'accueil avec toutes ces fonctions de billetterie, boutique et même snack. En faisant un petit pavillon cette fois contemporain, mais tout ça a été accepté du coup par la DRAC parce que c'était étayé sur une étude historique et on a restitué le chemin de ronde, ce qui nous permettait d'éviter le cul-de-sac et de relier les corps de bâtis entre eux. Donc ça c'est un projet. Alors le problème de ça, c'est que ça a changé complètement la donne puisque c'était plus du tout les mêmes typologies de projets. Donc l'opération s'est arrêtée parce qu'il faut relancer un nouveau marché puisque la nature du marché avait vraiment évolué. Sur le travail maintenant sur le programme lui-même, avec Réinventer Paris, il a fait des petits dans la France entière, sur tous les territoires. Donc en 2015, on répond à cet appel d'offres sur le château Lamotte et le site, un ancien site militaire dans la métropole lyonnaise, où l'appel d'offres c'était ça, notre commande. Donc il faut continuer à nous surprendre. L'idée c'est d'être tous ensemble investisseurs, promoteurs, architectes, et exploitants autour de la table. Donc ça, c'était un peu nouveau pour nous, mais on s'est aperçu que c'était bien parce que ça permettait de travailler le projet en même temps que le programme dans le modèle économique qu'il y a du projet et du coup de pouvoir directement tester aussi avec l'exploitant ce qui pouvait fonctionner ou pas. Et en l'occurrence, ce qu'avait imaginé la métropole, c'était donc on a le magasin d'armes qu'on voit en bas, le château Lamotte, château Renaissance de Lyon du XVe siècle, le seul qui reste, qu'on voit sur sa motte castrale, et entre les deux, un terrain vierge qu'on pouvait exploiter pour faire une extension. Ce qu'ils avaient envisagé, c'est de faire un hôtel de charme, parce que ça va assez bien, dans le château. Et ils proposaient de faire une extension au château pour pouvoir accueillir ce programme hôtelier parce qu'il est pas assez grand. Et puis de faire un lieu de réception avec différents programmes dans le magasin d'armes. Et nous, en fait, en analysant les lieux, on s'est rendu compte que le château est très complexe, il est très précieux aussi, il est inscrit, et que il s'accommodait très mal de la fonction hôtelière.
alors que le magasin d'armes, avec ses travées répétitives, structurelles, et ancien site militaire, donc presque casernement, pouvait justement créer des chambres intéressantes. Et donc, on a inversé le programme, ce qui nous permettait aussi d'avoir finalement un bâtiment en extension qui reste bas, qui masse pas le château, qui appartient plutôt à cet ensemble bâti du magasin d'armes, et que le château récupère ses fonctions de réception noble et sans être cloisonné. Et pour ce projet-là, en fait, pour dire la temporalité, on l'a gagné en 2015, donc c'est quand même très vieux. On commence seulement maintenant à intervenir réellement. Mais il y a eu un certain nombre d'exploitants qui se sont succédés dans le temps. Et c'est ce qui est un peu complexe, c'est-à-dire qu'on a travaillé à la base pour la Bellevilloise. On a gagné avec la Bellevilloise qui devait installer un lieu assez festif qui plaisait beaucoup aux Lyonnais et à la métropole. Au final, ça s'est pas fait et parce que c'est des temps un peu longs et que du coup, c'est un hôtelier un peu plus classique qui était le nouvel exploitant pour lequel on a déposé un nouveau permis de construire qu'on a obtenu. Et le Covid est passé là, donc l'hôtelier n'en a pas survécu à ce passage du Covid. Du coup, maintenant, on est avec Grand-Messe qui exploite les Folies Douces. Et c'est bien parce qu'on récupère quand même la vocation, celle qu'on avait vendue au départ, un peu plus festive. Mais voilà, ça explique aussi ces temps longs parce qu'il y a une sorte de fragilité aussi sur l'installation de programmes d'exploitants. Ça, c'est un petit fort de la ville de Caluire aussi dans le cadre d'une consultation d'appel à projet. Donc on vient avec l'exploitant et l'investisseur et le promoteur. C'est Redman, le promoteur. Et l'exploitant, c'est Groupe SOS, avec qui on a travaillé sur cette reconversion-là. Nous, ça consiste à dire, ben voilà, quelle capacité a le bâtiment de loger ce programme-là, qu'est-ce qu'il faut maintenir. On avait le droit de faire une surélévation. Donc nous, typiquement, on dit dans quelle proportion. Et on travaille déjà sur l'enveloppe, la coque, avant même de mettre le programme. C'est plutôt le programme qui s'adapte au lieu. Et en l'occurrence, là, on a travaillé avec Groupe SOS pour dire, alors c'était un lieu destiné à l'incubation food tech, un lieu, on était avec alimentation générale, il y avait tout un sujet sur la restauration un peu atypique, la conserverie, une boulangerie, mais on avait regardé avec eux les espaces les plus propices pour accueillir tel et tel type de programme, jusqu'à la salle tout en haut événementielle qui pouvait être louée et rentabiliser le programme. Donc voilà, la surélévation qu'on proposait, on voulait aussi garder le caractère traversant du fort. Tous ces éléments-là ont été à l'appui d'une étude historique assez fournie, avec un historien qui nous a rejoint, spécialiste des forts, pour voir aussi dans le régime d'écriture. Nous, on voulait être en continuité avec l'existant et donc voilà, ça donnait un peu la capacité globale du bâtiment et travailler dans ce sens-là. Donc sur les intérieurs, garder des intérieurs bruts et la salle tout en haut qui rentabilisait le programme, la salle de location événementielle. Mais ça n'a pas suffi parce que nous n'avons pas trouvé d'investisseurs pour ce projet-là au stade du concours, donc on a perdu pour ces raisons-là. Groupe SOS s'engageant que en tant qu'exploitant des lieux. Donc malheureusement, voilà, il y a des projets qui sont malheureusement avortés par faute de trouver des investisseurs pour ces sites-là. Quand on passe au DIAG, à EMO faisabilité, donc là sur le site d'Oulin dont je parlais tout à l'heure, avec Franklin Haddy, on a travaillé sur cette reconversion de friches industrielles ferroviaires. Et juste pour vous dire un peu les étapes par lesquelles on passe, c'est la datation en étudiant l'ensemble du patrimoine bâti, ce qui arrive à une sorte de hiérarchie qui permet de guider et de dire ce qu'il faut maintenir. Et on sait qu'on est aussi dans un lieu qui doit muter. C'est un vrai quartier de ville et il faut donner la permission de déposer certaines parties. Mais on a des morceaux choisis qu'on garde pour garder l'identité des lieux. Donc ça, c'est important, cette question de hiérarchie. Et ensuite, travailler, comme c'est des projets à très long terme, travailler aussi une échelle intermédiaire d'urbanisme transitoire. On était avec l'agence de paysage Base qui travaille beaucoup sur ces questions territoriales à grande échelle. Leur idée ici, c'était de planter une forêt urbaine en urbanisme transitoire et d'attendre les 20 ans qu'elle pousse et ensuite faire le projet urbain en fonction de cette forêt, la façon dont on l'aurait pris. Et puis aussi de créer une usine à terre pour pouvoir fertiliser les sols sur un site pollué.
le Val-de-Grâce, l'hôpital du Val-de-Grâce, pour lequel on est assistant à maîtrise d'ouvrage. Là, juste pour vous montrer aussi, c'est la même chose, mais c'est pour dire l'importance quand même d'une vision patrimoniale pour hiérarchiser les éléments et savoir quels sont les axes structurants, les éléments à déposer, à conserver, toujours dans une logique d'unité foncière qui dépasse notre périmètre à nous, pour avoir un périmètre de réflexion qui est plus large, qui est souvent celui de l'unité parcellaire initiale, donc là, l'abbaye du Val-de-Grâce, et puis ensuite guider les propositions d'extension du bâtiment sur lui-même et même des extensions, plutôt contenues parce qu'avec certaines règles de covisibilité par rapport à l'abbaye, de hauteur à ne pas dépasser, de hauteur à pas dépasser aussi par rapport au boulevard de Port-Royal. Et donc ça donne une faisabilité qui ensuite permet de calculer les surfaces et à l'opération d'exister tout bonnement. Ça, c'est l'hôtel de Métropole, qui est un très beau bâtiment réalisé à Lyon, l'hôtel de Métropole de Lyon. Bâtiment brutaliste des années 70 qui est en passe d'être monument historique, sur lequel on a intervenu pour la métropole parce que l'heure de sa réhabilitation arrive et qu'ils ont conscience, même s'il n'y a pas de mesure de protection, de la qualité des lieux. Et donc, ça a donné lieu à une étude patrimoniale qu'on a menée pour voir dans quelles conditions on peut rénover et aussi étendre pour accueillir plus d'agents. Les agents de la métropole étant disséminés un peu dans différents bâtiments de la ville. Donc l'étude patrimoniale, ça se présente comme ça. On a une analyse du bâtiment, de son histoire, enfin comment il a été créé à l'origine, ses évolutions et le bilan de l'état des lieux, avant de donner des préconisations et les possibilités d'extension qui sont à l'appui de cette étude-là. Donc là, on a des schémas, donc c'est très simple, hein, ça permet de dire qu'est-ce qui fait patrimoine, toujours dans une logique de projet, on est toujours dans une logique d'activer et de donner la capacité au patrimoine de se réinventer et de muter. Donc là, le système de bâtiment-pont, enfin voilà, je reviens pas sur ça tout, mais ce bâtiment, il est impressionnant parce que c'est un bâtiment-pont où tous les planchers sont suspendus par des câbles, et ces câbles sont révisés régulièrement comme une guitare. Pour avoir la bonne tension des câbles, il y a un La du bâtiment. Donc, quand la technique et la poésie se rejoignent, on a la couleur musicale du bâtiment qui est vérifiée régulièrement. Et puis après, pour la capacité d'extension, c'est de se dire, les vues à préserver, là où il ne faut pas bâtir, quels sont les terrains et dans quelle proportion on peut venir imaginer faire un volume supplémentaire sur ce secteur-là. Voilà comment on accompagne ces missions-là. Ici, vous avez le lever de soleil sur la Chartreuse de Valbonne, qui est magnifique. C'est un désert. C'est une chartreuse, donc un désert, ce qu'on appelait un désert, c'est-à-dire c'est toujours un désert, c'est-à-dire que c'est vraiment au milieu d'un site naturel protégé et vierge complètement. Donc c'est un très beau patrimoine qui a été créé en 1203 et étendu au XVIIe siècle, classé en totalité, avec un des plus grands cloîtres d'Europe, enfin nous on disait parce que c'est mieux, le plus grand cloître d'Europe, impressionnant, de 100 mètres de long, et puis un petit cloître aussi plus ancien. Voilà, tout un ensemble de cours et de bâtiments d'intérêt, et ce patrimoine s'abîme, bien sûr. C'est aujourd'hui une association qui l'occupe et qui peut plus entretenir l'ensemble du bâtiment, qui est à moitié abandonné. Et donc, évidemment, les déformations et les pathologies sont exponentielles quand on laisse le bâtiment non hors d'eau ni hors d'air et puis se dégrader. Donc, on a travaillé sur ce projet-là. Alors, les dégradations sont soit des facteurs environnementaux, soit des dégradations liées à l'homme, c'est-à-dire aux transformations qu'il ait pu faire. Et donc, sur un patrimoine tel, la mission préalable, c'est évidemment un diagnostic complet, mais c'est un schéma directeur. C'est ce qui est attendu par la DRAC, donc la conservation. Donc on a un schéma directeur global. Donc dans les missions, nous déjà, on va faire les relevés, c'est-à-dire qu'on a des relevés de géomètres, c'est ce qu'il y a en bas. Encore ceux-là sont pas mal, mais souvent c'est très incomplet. Donc nous, on doit reprendre en tant qu'architecte du patrimoine tous les relevés et les détailler souvent. Donc ça, c'est déjà une première mission à faire. Ensuite, on a les recherches historiques, soit en archives, soit in situ, qui nous permettent d'avoir ce genre de documents de datation relative, hypothèse de datation, qui nous disent beaucoup quand même sur le régime d'accolement et qui peut donner un guide pour la suite. L'état sanitaire, bien sûr, qui est reporté en plan, en coupe, et qui permet d'avoir ce genre de documents aussi qui donnent des priorités d'action. C'est des codes couleurs très simples, toujours on aime bien être figuratif, très simple pour montrer qu'en rouge c'est des urgences absolues et une dégradation comme ça pour pouvoir voir à quelle action on entreprend en premier. Et puis tout le but de nos études que l'on mène
d'analyse vise à obtenir ce document qui est la hiérarchie patrimoniale depuis le joyau à ne pas toucher ou à restaurer à l'identique ou garder dans ses fonctions, et puis en jaune, jusqu'en jaune, en dégradé, ce qu'il faut déposer dans le cadre d'un projet de réhabilitation. Et ça nous donne après une stratégie d'action. Ça, c'est un schéma directeur, c'est-à-dire que même si on entreprendra le projet sur une temporalité longue, on aura une vision globale. Ça, c'est important d'encadrer le projet à cette échelle sur une vision globale. Donc pour cette mission, on a 7 maîtrises d'œuvre. On n'est pas très nombreux, mais on a besoin d'un bureau d'études structure. On a souvent besoin d'un bureau de contrôle qui n'était pas là tout de suite, mais Oriane Mas qui avait fait les études historiques. Évidemment, l'économiste aussi qui nous permet de savoir où on va dès le départ. Quand on passe en AVP, l'équipe devient plus grande. Donc là, c'est parce qu'on était, vous l'avez vu, dans les régimes de protection, un maximum et le maximum de contraintes. Donc on a toute l'ingénierie aussi liée à l'hydrogéologie, à la géotechnie, à l'agronomie, les conseillers aussi, aléas, feux de forêt, voilà, tout un ensemble de gens qui sont venus, et un paysagiste, nous accompagner pour ce projet-là et entourer la maîtrise d'œuvre comme la maîtrise d'ouvrage, pouvoir répondre aux nombreux services qui étaient convoqués par ce projet. Les services principaux au stade de l'AVP pour nous, c'est la DRAC. Donc dans la DRAC, il y a le service d'archéologie qu'on consulte évidemment, qui est souvent consulté. Il y a aussi l'UDAP, donc les architectes des bâtiments de France, dont on a parlé, et puis la conservation des monuments historiques. Donc c'est un peu le trio qu'on a souvent en face de nous. Mais dans ce cas-là, quand on est protégé au titre des sites, on a aussi la DREAL avec l'ensemble de ces 7 services plutôt liés à la protection de l'environnement. Donc on est arrivé à les réunir tous sous la présidence du préfet, plusieurs fois en copile, ce qui était jamais arrivé dans leur vie de chacun. Et donc on avait une trentaine de participants à ces copiles avec toutes les contraintes liées et cumulées en fait. Donc ce temps-là de l'AVP, c'est le temps du dépôt des autorisations. On en a parlé aussi. Pour un monument historique, on a un permis de construire classique à déposer, mais avec un délai supplémentaire qui est toujours variable. Donc moi, j'aurais du mal à dire combien de temps de délai on peut avoir. Nous, de toute façon, on avait ces 5 mois de schéma directeur obligatoires à faire. Et puis, si on est sur du classé, là, on est en autorisation de travaux. Donc, on fait une DAT-MH qui sera instruite avec un peu plus de temps, bien sûr. Mais tout ça dépend du lien qu'on a avec la DRAC. Nous qui travaillons dès le début avec eux, on a des temps souvent de consultation qui sont réduits parce qu'on a tout vu ça ensemble en amont et c'est surtout comme ça qu'on travaille pour pouvoir éviter déjà des mauvaises surprises. Ce projet-là, global, c'est le plan Mas qui a été fait. On n'avait pas que la restauration de la Chartreuse, on avait des projets satellites. Il y a la question du parking, parce que quand on ouvre un site pareil, ça devait être transformé en centre de méditation et de yoga à l'écart du monde. C'était une vocation qui m'allait bien parce que c'est vraiment proche de la fonction initiale des Chartreux, en recueillement, en lien avec la nature. Il faut organiser un parking, donc il y avait la question d'un parking sur un site inondable et en zone naturelle. On avait aussi des logements du personnel parce que ce projet demandait beaucoup de personnel et ils ne pouvaient pas faire des allers-retours, donc on crée des logements, ce qu'on voit en partie haute, des petits logements intégrés dans un site à l'orée du bois avec des aléas feux de forêt. On avait aussi la création d'une grande salle de 1000 mètres carrés et puis un chai qu'on voit ici là, dans les vignes linéaires parce qu'ils voulaient aussi produire du vin de grande qualité, ce que les Chartreux ne faisaient pas, mais ils faisaient du vin, mais pas de très grande qualité. Donc là, l'idée, c'était de se rééquiper. Donc tout ça a fait qu'on a ce calendrier que je ne vais pas vous détailler parce que moi-même, je ne le comprends pas, avec énormément d'acteurs, parce qu'on devait faire une étude faune-flore 4 saisons. On devait changer le PLU, bien sûr, parce qu'on était en zone naturelle et qu'il y avait du neuf. Voilà, on devait donc faire une enquête publique. On a engagé tous les services et énormément d'énergie, en fait, au service de ce projet qui s'est arrêté pour ces raisons-là, plus parce que c'était un porteur privé qui finalement, face à la fois ses contraintes et le budget, a décidé d'arrêter brutalement ce projet. Donc c'est assez compliqué, ce qui fait que récemment, nous l'avons vu remis sur le site de Patrice Besse à vendre et que la DRAC, avec qui j'ai des échanges encore, a décidé de faire une note à destination des futurs preneurs en disant qu'il n'y aura pas de neuf dans la reconversion future. Ça, ils interdiront, c'est ce qui a expliqué beaucoup de ces complications.
et que nous serions maîtres d'œuvre parce que nous avons toute la connaissance qu'on a acquise sur 2 ans et demi sur le site. Donc voilà, malheureusement, ce projet n'a pas abouti, mais pourra peut-être ressortir. On a ces interlocuteurs et ces complexités, on en a d'autres à ce stade-là pour le dépôt des permis qui peuvent être évidemment la commission de sécurité. Donc quand on est en ERP comme ici, c'est une église qu'on reconvertit à Lyon, on est en ERP de 2e catégorie et donc on a à la fois les pompiers mais aussi la sûreté, la police pour des questions antiterroristes. Donc c'est vrai que quand on cumule les deux, ça devient assez compliqué dans le projet, en plus de la DRAC, de l'ABF, de l'archéologie. Ici, on est sur le secteur des Balmes à la Croix-Rousse, donc on a un réseau de galeries aussi souterraines qui fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et ce projet est assez atypique parce que l'église n'a jamais été terminée, elle n'a pas son clocher ni son parvis, donc personne ne la connaît en fait, parce que quand on est sur la place, on ne la voit pas au milieu de cette friche. Donc nous avons repéré cette église vacante avec quelqu'un avec qui je travaille qui est programmiste. On est allé au devant des besoins et dire à la ville, on voit que ce bâtiment est abandonné depuis un certain temps, on a un projet pour vous. Et donc finalement le maire a voulu le faire c'était une parcelle privée de la ville, donc sans appel d'offres. Et du coup, ça a cristallisé quand le projet a été découvert. Comme on n'a pas fait participer les habitants, comme on a contre notre gré, mais comme il n'y a pas eu de concertation ni rien, on a eu un recours et qui est toujours en cours, donc et qui vient de se finir. Mais nous évidemment, c'est très important de pouvoir communiquer le projet, surtout qu'on maintient l'église, on la réhabilite et on est dans une logique de restauration. Mais il fallait que tout ça soit plutôt, c'était des raisons politiques, mais qu'on n'en parle pas. Et du coup, voilà. Bon, aujourd'hui, on se sort de ce projet. Heureusement, il va être sûrement réalisé. Il se dégrade et nous, on avait prévu dedans de faire des espaces de bureaux, mais aussi de séminaires, des espaces d'exposition et un restaurant. Et là, on a travaillé avec un promoteur, mais qui a accepté les règles du jeu, c'est-à-dire qu'on ne construit pas dedans, on est de type mobilier et on est réversible et surtout, on n'a pas beaucoup de mètres carrés. On a beaucoup de mètres carrés inutiles. Et ça, le promoteur s'est plié, c'est vraiment le lieu qui dicte l'aménagement qu'on fait dedans. À ce stade-là, on a la question de l'écriture bâtie et les échanges avec les ABF. Ici, c'est le chalet du parc de la Tête d'Or. C'est un bâtiment qui dénote dans le parc 19e des Frères Buller à Lyon, grand parc romantique, parce qu'il a été construit dans les années 60 et il devait être détruit, vraiment frappé d'alignement. Et puis la nouvelle municipalité écologiste a décidé de le garder et le transformer, ce qui est une bonne chose. Mais il a pris un caractère patrimonial. Donc nous, le projet, c'est d'héberger la Fondation Good Planet, donc de Yann Arthus Bertrand, un restaurant aussi anti-gaspi, qui s'appelle la Fabuleuse Cantine, et d'être vraiment un totem de la transition écologique. Ça s'accommode mal avec le fait de refaire des menuiseries en aluminium. Donc c'est ce genre de débat qu'on a avec la DRAC et l'ABF en disant si on veut être vraiment vertueux, même s'il prend un caractère patrimonial, il faut se donner la latitude pour transformer et réinventer ce lieu avec des menuiseries bois qui reprennent les partitions et d'avoir cet esprit-là à l'intérieur, même si c'est pas l'esprit initial, à nouvelle vocation, nouvelle ambiance aussi sur ce bâtiment qui de toute façon devait être détruit et qui est maintenu. Et voilà. Donc sur la question de l'écriture, on y travaille aussi beaucoup. Parce que dans notre logique, réhabiliter et faire une extension bâtiment, c'est pas forcément faire quelque chose qui se voit. On aime beaucoup travailler au contraire sur une forme d'humilité. Enfin, on ne voit pas forcément l'intervention qu'on a créée. Là, c'est le musée Guimet de Lyon qui est le premier. Le musée Guimet de Paris étant la réplique de celui de Lyon. Ça, c'est une autre histoire, mais voilà, il est protégé, le nôtre ne l'est pas. Et là, il était question d'accueillir les ateliers de la danse. J'avais fait l'étude patrimoniale et j'ai été admise à faire le concours par la suite, d'accueillir les ateliers de la danse de Lyon avec des studios de danse en surélévation. Donc la surélévation, c'est la partie qui n'est pas sans mot des natures, là, qui est sur le dessus. Mais ça devait être beaucoup plus haut, en fait. On devait vraiment voir, lire et voir la nouvelle intervention. Et nous, on a inversé le programme. On a mis les ateliers de la danse entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. Et du coup, ça nous permettait d'avoir ce volume mesuré en fait en extension et qu'on le voit pas. C'est souvent des débats qu'on a aussi avec la DRAC, mais on a l'impression qu'on voit pas ce que vous avez fait. Et en tout cas,
quelquefois, c'est ce qui peut nous faire perdre parce que on voit pas où l'argent est passé, parce que finalement, il n'y a pas de geste architectural particulier. Pour nous, le geste à l'angle, c'était plutôt la rotonde et c'était pas la peine de lui faire le pendant de l'autre côté. Ça a permis dedans de dégager des espaces qui devaient être cloisonnés et d'avoir des beaux espaces intérieurs. Toujours dans l'écriture bâtie, quand on doit travailler sur des sites comme Noisiel, la Chocotterie Meunier que vous connaissez peut-être, pour Link City et pour faire des logements, c'est un programme un peu délicat. Sur les parties à droite, on a essayé de créer des logements qui soient dans l'unité visuelle et dans l'écriture de l'existant pour pouvoir au maximum se faire oublier et d'être dans ce registre-là et de le récupérer pour mieux s'insérer en fait dans un contexte patrimonial bâti. Sur le site aussi de l'Antiquaille, pour montrer aussi un projet d'insertion, on est à côté des théâtres antiques et à côté de la basilique de Fourvière, donc sur le site UNESCO qui est un ancien couvent. On devait faire des logements et là on a décidé, donc c'est cette parcelle en pente, de faire des logements qui puissent aussi ne pas faire logement, éviter d'avoir l'aspect trop domestique dans les façades et créer des refends en pierre qui permettent de masquer un peu cet usage domestique des lieux pour mieux s'insérer dans ce contexte patrimonial-là. Et effectivement, d'avoir un peu des logements temples, mais c'est le secteur UNESCO qui dictait ça. Donc, j'ai bientôt fini sur la phase pro. Nous, quand on passe en phase projet, donc à destination des documents pour les entreprises, on aime bien rappeler quand même ce qui nous a fait à la base gagner un concours. Même c'est pas forcément un carnet de détails fourni, c'est dire par exemple là sur l'éléphanterie, le zoo, on était parti sur cet imaginaire d'Indiana Jones qui est avec la végétation qui est luxuriante qui reprend ses droits sur le bâtiment et donc c'est ce qui a été le guide et c'était important que les entreprises le sachent parce que ils pouvaient abîmer les bétons, nous on voulait garder les éléments bruts et c'est quelquefois des options un peu atypiques donc voilà on rappelle quand même aussi la logique de projet. Ça, c'est mon pro des lustres de la basilique, donc c'est pas très détaillé, hein, c'est vraiment un principe, mais c'est vrai qu'on aime bien, si c'est possible, à ce stade, de travailler directement avec les entreprises. Et là, j'ai travaillé avec un serrurier, avec un travail de prototypage à partir de ces croquis pour faire ces éléments-là de mobilier. C'est pas une grande échelle, mais c'est vrai que dès qu'on a la possibilité de travailler déjà avec le savoir-faire artisan à ce stade du pro DCE, ça nous intéresse de pouvoir faire ce partenariat. De la même façon pour les grilles du Palais de Justice, où on n'avait pas beaucoup d'archives, on n'avait que ces cartes postales-là, et où on a dû recréer les grilles de l'ancien Palais de Justice de Lyon, et où on a fait une réinterprétation avec un très bon serrurier sur mesure de ces dessins. En phase, quand on passe en phase d'ACT, donc assistance à contrat de travaux, on aide les maîtres d'ouvrage à choisir les entreprises. En monument historique, ce qui est conseillé, c'est ce qu'on conseille nous des qualifications Calibat pour avoir des artisans qui sont compétents et qui savent travailler sur ces contextes délicats, qui sont regroupés avec le groupement des architectes des monuments historiques, donc des entreprises, donc GMH. Et donc, ils sont très précieux pour pouvoir être habilités à travailler sur des sites aussi sensibles. On aime bien aussi en phase chantier toujours aller chez les artisans. Ça, c'est un projet qu'on est en train de mener pour la Fondation Bulukian, où on est installé d'ailleurs dans les lieux. Et on a créé un jardin avec des céramiques qui sont faits par les artisans et décorateurs arméniens qui sont venus en France pour créer des décors à leur façon, avec un céramiste dans les ateliers à côté. Donc, on est allé les voir au travail. Les entreprises aussi qualifiées nous permettent, comme des chantiers assez impressionnants comme la basilique de Fourvière, de créer cet échafaudage platelage à 25 mètres de haut qui permet la coactivité entre le culte qui continue à se dérouler en dessous et la restauration des mosaïques. Donc ça, c'est sûr que seules les entreprises qui savent faire avec les calibates peuvent faire ça. Et ensuite, quand on passe en chantier, la spécificité de nos chantiers, c'est les découvertes qu'on peut faire de l'archéologie bâtie, quand on refait les enduits, qui nous amènent, nous, à redessiner, parce chaque fois, on inscrit bien les découvertes que l'on fait pour pouvoir avoir la connaissance et garder cette connaissance-là des lieux. Ça, c'est le château Lamotte, qui a eu un épisode fâcheux. Et donc, c'est sûr que c'est un bâtiment qui est inscrit, mais il faut vraiment avoir la compétence pour savoir comment on va faire ce protocole d'évacuation du bâtiment qui s'est abîmé et qui a été sinistré.
Donc ça, on travaille aussi avec on a fait les relevés de l'existant du nouvel état initial, on va dire. Et puis, on a du coup, dans ces chantiers-là, une première action qui sont les mesures d'urgence, donc mise en place d'étaiements et de parapluies. Donc c'est vrai que dans le chantier monument historique, c'est souvent pas linéaire. On a d'abord des premières actions d'urgence, puis après le chantier de mesures conservatoires et de restauration. C'est des chantiers pluriannuels, donc on définit des travaux par phase, pour pouvoir aussi avoir des subventions sur plusieurs années. Donc ça, c'est un peu la spécificité aussi de notre métier. Particulièrement aussi, on a des travaux de purge intérieure, ça c'est le zoo. Petit à petit, on vient libérer les volumes intérieurs, donc ça c'est aussi spécifique sur l'existant, et des découvertes archéologiques, un suivi archéologique régulier avec des découvertes qui nous amènent par exemple à modifier le projet. Là, on a pu récupérer une colonne et se rendre compte qu'on avait une colonnade, et du coup pouvoir faire ce projet-là, de retrouver la galerie. Et en face chantier, on a aussi des présentations d'échantillons à la DRAC pour pouvoir valider les teintes, montrer le travail des artisans pour la suite. Et enfin, c'est aussi lieu de convivialité. Ça, c'est une étape qu'on aime beaucoup dans les chantiers. Alors, pas que dans le patrimoine, mais dans le patrimoine, c'est quand même assez sympa d'avoir le maître d'ouvrage et le chef de chantier à côté qui partagent un verre. Et voilà, c'est des moments qu'on apprécie particulièrement dans ce contexte avec les artisans qu'on connaît bien. Voilà.